Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. La République démocratique du Congo va bientôt passer au cycle électoral. À 1 année et demie, les Congolais se préparent lentement mais sûrement vers ces élections. Déjà, l'Assemblée nationale, l'électoral a déjà été adopté et envoyé à la commission PAJ pour toilettage avant donc de l'envoyer au Sénat pour seconde lecture. Mesdames et messieurs, on va discuter de ces propositions, de ces lois qui ont été donc votées par la plénière de l'Assemblée nationale, les forces, les faiblesses et comment y remédier. On reçoit dans cette émission, dans ce numéro spécial de Face à Face, Raphaël Ouloulou, un cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Raphaël Ouloulou, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, merci. Raphaël Ouloulou, on va essayer de débattre autour de ces différentes lois qui ont été adoptées à la plénière de l'Assemblée nationale pour les élections de 2023. On va essayer de les lire, de les analyser l'une après et l'autre. D'abord, on va commencer par ce qui a été rejeté par la plénière, ce qui vient du G13. Premièrement, vous allez essayer de mettre un point de vue sur l'interdiction de suppléance familiale. Cela a été rejeté, donc les candidats peuvent avoir des suppléances familiales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à ça? Merci beaucoup. Avant de commencer à analyser les différents points contenus dans la loi électorale, permettez-moi de rappeler, vous m'avez présenté comme cadre du FCC, je le suis, et de rappeler la position du FCC par rapport à l'examen de cette loi électorale. La loi électorale qui est sous examen à l'Assemblée nationale n'engage pas le FCC, ma famille politique. Pour quelle raison? Les députés du FCC, pour votre rappel, n'ont pas participé à l'examen de cette loi. Et la raison, c'est le manque de consensus avant l'examen de la loi. D'aucuns avaient prêté des intentions au FCC de vouloir examiner cette loi en dehors de l'hémicycle. Ce qui n'était pas l'intention du FCC.
Cependant, le FCC avait exigé qu'on dégage un consensus, qu'il se dégage un consensus sur les points à examiner ou qu'on lève les options avant d'examiner pour que l'examen de la loi électorale ne se fasse pas ou se fasse sans heurte. Parce que la loi électorale, à notre avis, est une loi très très importante qui touche au point culminant de la vie politique de notre nation. Vous parlez des consensus, des points qui devront vous mettre ensemble avant de... Non, ça veut dire... Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que... Ce consensus doit porter autour de quoi, exactement? Non, vous savez, il y a plusieurs points. Je n'énumérerai pas tous les points ici. Il y a deux points sur lesquels nous pouvons déjà tomber d'accord. Pour que ça avance trop bien, on aurait pu. Mais cela n'était pas accepté par l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, par le président Bosso, a jugé utile, opportun, d'après eux, d'examiner cette loi sans les autres. Ça veut dire qu'il y a un problème. On n'a pas interdit aux députés FCC d'assister On n'a pas interdit. aux plénières. Mais écoutez, pour la sérénité des débats, ça aurait été important que les forces en présence à l'hémicycle participent. Mais c'est seulement une assemblée nationale monocolore qui a examiné la loi. C'est qu'on a décrié. Qu'à cela ne tienne. Qu'on a décrié pendant que Kabila Le président Bosso, voilà. était président de la République. Le président Bosso a voulu se ressaisir en venant avec une stratégie qui était un piège, demandant à l'opposition que nous sommes et d'autres d'apporter des avis par écrit. Mais le G13 a mordu, est tombé dans le piège. Le G13 est venu avec 18 propositions par écrit, espérant avoir un débat. Malheureusement, le président Bosso, comme un acteur dans une pièce théâtrale, il a joué son rôle de faire passer outre les avis ou les propositions de G13. Qu'est-ce qui Ce qui avait amené le G13... Qu'est-ce qui blesse? C'est la loi de la majorité, l'union sacrée majoritaire au Non, Parlement. non, non. C'est tout à fait normal. Non, il ne s'agit même pas de cela. Ça, c'est un autre débat qui n'est pas au rendez-vous ici. Mais le G13, floué, était obligé de claquer la porte. C'est seulement après, et d'ailleurs, vous avez suivi, lorsque le G13, tous les députés de G13 étaient sortis, l'honorable, le professeur Njoli a pris la parole pour dire qu'il n'y a pas de débat, on doit lever les options. Ils sont revenus à la demande même du FCC. Et après, on leur a dit je ne sais quoi, et j'ai ouï dire que le président Bosso, avec ses acolytes de l'Union sacrée, avait retenu 5. Mais d'emblée, ils ont rejeté toutes les 18 propositions. C'est après qu'ils ont retenu 5, je pense. Alors, et voilà, parmi les 5, c'est peut-être le point que vous allez soumettre à notre entretien aujourd'hui. À l'intention des téléspectateurs qui nous suivent, qu'aurait voulu le FCC? Le FCC et toute l'opposition auraient souhaité qu'il y ait
des options sur lesquelles autour duquel on devait avoir un consensus pour que, ensemble, nous tombions d'accord. Un consensus extra-parlementaire? Non. Pour mémoire, j'ai été député national et j'ai été même membre du bureau. Le président Bosso connaît. Quand on doit examiner à l'Assemblée nationale une loi d'une grande envergure, comme la loi électorale, les forces en présence se retrouvent, ça dépend, on peut dire, quelques membres de telle ou telle autre commission se retrouvent pour discuter et lever les options. Cela ne veut pas dire qu'on devait aller je ne sais où, dans quelle autre institution le faire. Ça se fait au Parlement, dans une salle, etc. Mais au moins, une séance au cours de laquelle on devait échanger, on devait débattre pour que... C'est une pratique parlementaire ou une exception? Non, c'est pas une exception, ça se fait. Ça se fait. Parce que moi, je prends toujours le président Bosso à témoin, hein, c'est lui. Parce que, il faut le dire, c'était mon collègue député national à l'époque. Et lorsqu'on lève ces options, c'est pour faciliter l'examen de la loi à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, quand on le programme, en plénière. Et moi, je pense que... Le débat est totalement démocratique. Le débat est démocratique, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de points qu'on ne peut pas ne pas toucher. Non, je n'entends pas dire ici il y a des points qu'on ne peut pas toucher ou qu'on doit toucher, non. Les options à lever, je donne un exemple par rapport à la Constitution, par exemple. Il y a des dispositions qui renvoient à la Constitution. C'est-à-dire, il y a l'article 220 qui ne touche pas au mandat, par exemple. Ou on peut dire la forme de scrutin. Qu'est-ce qu'on pense? Chaque force, chaque groupe, chaque composante propose, donne des propositions. Et à partir de cet échange, on peut sortir avec une option sur laquelle on est tombé tous d'accord. Et quand on arrive en plénière, lors de l'examen article par article, ça va tout seul, parce que quoi? On a levé les options. C'est un peu pour ne pas tirer à longueur. Vous savez, au Parlement, lorsque vous avez une loi importante comme celle-là, concrètement, oui, les gens s'empoignent même. Ils en viennent aux mains. Au Parlement, on trouve ça. C'est pour éviter ça. C'est pour éviter qu'il y ait des situations comme ça. Vous comprenez? Et on doit... En d'autres termes, il y a des points qui ne peuvent pas faire l'objet de débat à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous devons comprendre. Tous les autres points, tous les points peuvent faire l'objet d'un débat. Mais les débats, par rapport aux lois, par rapport à la Constitution, il y a lieu de dire, ces points-là, on ne touche pas, ces points-là, on va l'aborder dans ce sens, tout comme dans l'autre. Ça se fait. Ça se fait. Il ne faut pas croire qu'au Parlement, à moins que les députés de l'Union sacrée me disent, une loi, quand on la met sous examen au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et de manière brute, on l'examine, etc. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Si tel était le cas, la FCC n'allait pas demander. On a connu beaucoup de cas. Oui. Pendant que oui, l'Assemblée nationale était oui, pro-FCC, il y a des cas où des lois, des propositions de loi qui passaient en force. On disait même le FCC passe en force. Non. Plusieurs lois ont été adoptées. Non, il y a ceci. Dans ce sens-là. Non. À l'époque, quand nous étions majorité présidentielle, AMP, MP, et on était toujours avec des députés, même de l'opposition. Mais qui souvent boycottaient les plénières. Non, ils boycottaient les plénières pour quel point? Quel point ils boycottaient la plénière?
ce n'était pas pour l'examen d'une loi, c'est pour un avis ou quoi, non. Mais quand il y avait une loi sous examen, je répète encore pour la énième fois, sous la personne que je prends le témoin, c'est le président Bosso lui-même. On se retrouvait avec les députés de l'opposition, nous étions de la majorité. Votre ancien collègue. Oui, on se retrouvait avec les députés de l'opposition. Et on levait les options. Je dis et je répète, ça se fait avant. Ça s'est fait en 2018. Ça se fait chaque année, quand il y a une loi importante. Ça se fait. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Bon, c'est pour ça que nous, le FCC, nous disons, il faut un consensus. Il faut un débat, pour prendre le terme du professeur Njoli, de G13. Il faut un débat. Il n'y a jamais eu de débat, il n'y a pas de débat. Donc, tout passe comme le couteau dans le beurre non glacé, avec l'Assemblée d'un Bosso. C'est pour ça que nous disons, alors, nous, FCC, la loi électorale, elle peut être adoptée à l'état actuel, elle ne nous concerne pas. Vous ne pouvez pas nous donner les points qui fâchent dans cette loi, les points qui dérangent ou les points qui ne devraient pas déranger. Non, vous savez, il est très difficile pour moi de vous dire qu'il y a de points qui fâchent. Il n'y a pas de points qui fâchent. Il n'y a pas de points qui fâchent, donc non, ça peut passer. Nous avons voulu tout simplement, c'est une pratique parlementaire. On ne peut pas nous dire que c'est le sexe des anges ici. Non, non, non. C'est une pratique parlementaire, ça se fait. Ça se fait au Parlement avec les composants. On peut même appeler, souvent, on peut même appeler, recourir à une expertise extérieure. Un professeur d'université, quelqu'un qui est dans une institution internationale, etc., pour venir éclairer, donner la lumière. Ça se fait. Ceci ne veut pas dire, ça ne dit pas que on a escamoté l'examen de la loi, on est allé l'examiner en dehors de l'hémicycle, comme ils sont en train d'agrandir la chose pour attirer peut-être les esprits non avertis. Que répondez-vous à cette affirmation du député Mayo Mambeke qui dit que la loi électorale, une fois que la plénière est saisie, elle n'appartient plus au G13, elle appartient à la plénière, donc la plénière a le droit de la modifier comme bon le semble dans l'intérêt général. Oui, c'est comme ça que ça se fait. Lorsque la loi est déclarée recevable, oui, ça se fait. Ça devient la loi. Même si c'est vous, si vous étiez député, vous faites une proposition de loi. Lorsque la loi est déclarée recevable, à ce moment-là, elle cesse d'être la loi de M. Dan, oui. Elle est la loi de l'Assemblée nationale. D'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais ce dont je parle ici, c'est avant l'examen de la loi. D'accord? C'est comme ça. Mais au moins, ils ont refusé, je ne sais pas pourquoi, pendant qu'ils sont majoritaires. Pendant qu'ils sont majoritaires, c'est l'Union sacrée, semble-t-il, qui est majoritaire. Avec beaucoup de députés ex-FCC. Avec des députés, on les appelle les transfuges. Du FCC. Avec les députés transfuges, ils sont majoritaires, mais ils refusent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vois pas pourquoi on refuserait là où on est majoritaire. Parce qu'il suffit tout simplement du moindre vote, ça passerait. Mais pourquoi ils refusent? Qu'est-ce que vous craignez? Nous craignons la tricherie en amont. Nous craignons la tricherie. La tricherie au niveau présidentiel, au niveau de législatif, provincial? Non, bon, vous savez, je n'oserais pas dire ici au niveau présidentiel ou à quel niveau, mais nous sommes en train de parler de la loi au Parlement. C'est la tricherie, parce qu'on est en train de vouloir faire le lit du régime de l'Union sacrée dirigé par Félix Tshisekedi. Tel que la loi est adoptée à l'Assemblée nationale 2023. Parce qu'ils sont habitués, ces gens-là, ils sont habitués au forcing. Le forcing à la Cour constitutionnelle. C'est peut-être un héritage non, non, il n'y a jamais eu à notre époque. Un héritage. Non, à notre époque. Une pratique à notre époque, on discutait. Je peux même vous citer les députés qui étaient à l'opposition à ce moment-là, avec lesquels on discutait, on débattait. Oui,
on a toujours discuté. On a toujours discuté. Ils sont habitués au forcing. Ils sont habitués au forcing. Ils forcent tout. Même au niveau international, ils cherchent à tout forcer. Ils ont forcé la composition de la Cour constitutionnelle. Et vous avez vu, même en dernier lieu, il y a récemment là, le président Kalouba est mis de côté. Et aujourd'hui, on donne raison au FCC. Ils ont fait le forcing avec la CNI, avec la venue de la manière cavalière qu'on n'a jamais vue du président Kadima. Et maintenant, ils sont en train de faire le forcing pour la loi électorale. Il faut qu'elle passe. Qu'elle passe. Pendant qu'ils savent, tous, que quelque part, l'engrenage va se bloquer. Ils savent. Quelque part, l'engrenage va se bloquer. Ça va se bloquer. Nous sommes en train d'aller aux élections. Ici, nous parlons élections. Donc, ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens nous prêtent des intentions. Ça n'a rien à voir avec le régime Félix Tshisekedi. La loi électorale, ce n'est pas sa manière de gérer qui nous intéresse. Ici, c'est l'organisation des élections. Et les élections la CENI qui intéressent tout le monde. La CENI, le bureau de la CENI n'inspire pas confiance. Non, du tout. La loi électorale n'inspire pas non plus confiance. Non. La Cour constitutionnelle, donc tous les... Non. Il y a un lit déjà qui est planté. C'est tout à fait. C'est justement ce que nous récusons. C'est pourquoi nous, FCC, nous tirons la sonnette d'alarme. C'est pour ça. Et c'est pour ça que nous demandons. Vous savez, on ne peut pas résoudre un problème en défiant indéfiniment les autres. Non. Non. C'est très fort ce que vous dites. Ah oui. C'est par défi qu'ils sont en train de faire tout ça. Mais c'est pourquoi je dis, quelque part, l'engrenage va se bloquer. Et la conséquence, La conséquence, mais chacun tirera la conséquence. L'engrenage va se bloquer. Mais écoutez, les élections ici, c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce que vous ne craignez pas que nous versions dans le glissement? Parce que nous sommes écoutez, à une année des élections. Le glissement, ce n'est pas à craindre. Ça, c'est un alibi fallacieux. Parce que sinon, on va perdre du temps, on va glisser. On a déjà perdu du temps. On a déjà perdu du temps. On est en 2022. Est-ce que la CENI, cette CENI-là qu'ils ont installée est prête? Vous n'avez pas entendu ici. Il y a sous peu, le président de la CENI disait qu'il n'avait pas encore l'argent. Pendant que le ministre de Finances avait dit, on avait déjà donné 37 millions à la CENI. Est-ce que vous voulez me dire que c'est à cause de l'examen de la loi électorale qu'on va prendre du temps et la conséquence, c'est les glissements parce que nous ne voulons pas glisser? Non, c'est faux, ça. C'est juste un alibi qui ne tient pas. Qu'est-ce qu'on doit faire au moment actuel, au stade actuel? Moi, je demande tout simplement au président Bosso, à tout le monde, au régime de l'Union sacrée, d'être un peu... malheureusement, il n'y a pas de morale. Un peu? Il n'y a pas de morale. Un peu? Finissez la phrase. Consciencieux. Consciencieux, oui. De dire qu'il ne faut pas aller sur cette lancée-là. Parce que, tel que les choses sont en train d'aller, Dan, soyez sûr que, je répète encore, l'engrenage va se bloquer. L'engrenage va se bloquer. Que répondez-vous à ceux de la Mouka, notamment Martin Fayoulou et les autres, qui demandent qu'il y ait une entente, un consensus pour aller aux élections, un consensus extra-parlementaire? C'est aussi une option, une belle option. Les élections ici, ce n'est pas l'affaire de parlementaires seulement. S'il y a de compatriotes congolais qui demandent qu'il y ait consensus, qu'il y ait débat, qu'il y ait échange, etc., mais c'est à ce moment-là que le président de l'Assemblée nationale doit faire preuve d'un peu de sagesse pour écouter cette autre sagesse qui vient d'ailleurs. Et n'est pas écouter seulement la sagesse qui vient de l'union sacrée.
Parce que l'impression que nos compatriotes de l'Union sacrée sont en train de donner, c'est leur triomphalisme sans fondement. Pour eux, c'est eux, ils ont décidé, on va aller comme ça. Il y a même un jour, le président Bosso lui-même a sorti ce que j'appellerais une hérésie. Ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas là, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce que autrefois, l'UDPS a brillé par la politique de la chaise vide et on a avancé. Mais le président Bosso se trompe de période et d'époque. Alors, quel est l'avenir du FCC face à ces élections? L'avenir du FCC face à ces élections? Mais le FCC est là comme famille politique. Vous allez boycotter? Elle joue son rôle. Vous allez boycotter ces élections si nous allons dans ces conditions? Nous n'avons pas, nous, l'intention de boycotter quoi que ce soit. Nous demandons là, si nous sommes en train de réclamer ce consensus, ce n'est pas pour boycotter. Nous ne sommes pas, comme d'aucuns l'ont fait, à un moment donné, que ça ne nous intéresse pas, ils sont partis faire autre chose. Non, nous sommes politiques, nous allons faire de la politique et la vraie, pour l'intérêt du peuple congolais, parce que nous voulons des élections inclusives. Déjà avec ça, ils veulent des élections non inclusives. C'est dangereux. C'est dangereux. Nous voulons des élections transparentes, crédibles. Mais avec ça, les amis de l'Union sacrée veulent des élections non crédibles, non transparentes. D'accord. On va boucler la... Sauf qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls à aller aux élections. Et les élections n'intéressent pas que les membres de l'Union sacrée. D'accord. On va boucler cette partie, ce chapitre élection. Essayons d'aborder la question de la gestion de la chose publique, la République que vous avez cédée entre les mains du président Tshisekedi il y a 3 ans passés, après l'avoir laissé entre les mains de Félix Tshisekedi, qui a composé avec vous d'abord dans un premier temps avec Ilunga Kamba dans le gouvernement de coalition Cash, de FCC Cash, et après ils ont poursuivi. Comment trouvez-vous la gestion du pays sous le règne du président Tshisekedi? Non, je voudrais en toute honnêteté modifier quelque chose dans votre question. Nous, FCC, nous n'avons pas cédé la République à M. Tshisekedi. Vous avez laissé... Non, le peuple congolais a voulu que Tshisekedi devienne président de la République. C'est comme ça qu'il gère. Ça veut dire que si nous lui avons cédé la République, la RDC, un jour, il aura de comptes à rendre au FCC. Non, or, ce n'est pas le cas. Non. Mais il aura de comptes à rendre au peuple congolais. Ça veut dire que c'est le peuple congolais qui l'a placé là. Il est là par la volonté du peuple congolais. Non, mais alors, quand vous me demandez comment je trouve la République, en toute honnêteté, elle va très mal. La gestion est très mal. 3 ans après, la gestion est très mal. Oui, 3 ans après, malheureusement, ça ne va pas. Très mal. Je vous dis, ça ne va pas. Vous voulez que j'analyse sur quel plan? Si on est objectif, si vous êtes objectif, il y a quand même des aspects qui se sont sensiblement améliorés, socialement parlant. Voilà. Sur le plan social, ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'ai dit très mal. Parce que les Congolais avaient placé leur espoir en ce régime dirigé par M. Tshisekedi. Mais malheureusement, tout le monde est en train de chanter aujourd'hui. Tout le monde est désespéré aujourd'hui. Allons plus bas. À combien coûte le sachet de sucre aujourd'hui sur le marché? À combien coûte une bouteille d'huile végétale? Le bidon d'huile de palme? Ça, ce sont des détails. Mais ce sont des détails importants. Ce sont des détails. On ne peut pas. Vous savez, Dan, moi j'ai toujours dit, mon grand-père m'avait dit ceci. Vous avez les réserves d'échange que vous avez laissées à quelques millions, mais aujourd'hui, on est à près de 4 milliards.
C'est une prouesse exceptionnelle. Oui, c'est ça. Dans 18 Écoutez, ans. vous pouvez avoir 4 milliards dans votre coffre, pour autant que ça ne sert pas à la population congolaise, vous n'avez rien fait. Hein. C'est pareil à notre pays, la République démocratique du Congo, scandale géologique, etc., etc. On nous a fait chanter depuis des années ça. D'accord? Mais concrètement, on ne voit rien. Aujourd'hui, on peut nous dire qu'il y a des réserves de 4 milliards. Voyez-vous, vous, un pays là, qui a 4 milliards de réserves? Vous voyez ça? Les routes, je ne vais pas trop loin, hein. Les routes sont... il y a des nids de poules un peu partout. L'RD, c'est un chantier. Attendez, non, laissez-moi parler, laissez-moi évoluer. Le transport, même les transports urbains, le transport ferroviaire, le transport aérien. Vous venez de suivre, il y a sous peu, là, on n'avait plus d'avions. Hein. On n'avait plus d'avions. Hein. Congo Airways fait plouf aujourd'hui. Et à Kinshasa, ici, on nous a dit Kinshasa sans trou. Je peux sortir avec vous juste derrière ici. Vous-même, vous allez compter combien de trous. C'est que ça ne marche pas. Sécurité. À l'est de la République, nous sommes sous régime. À l'est, la province du Nord Kivu de l'Ituri sont sous régime de l'état de siège. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. C'est un héritage. Non, attendez. Non, un héritage. Attendez. C'est un héritage. À l'époque de Joseph Kabila, il y avait plus de 200 groupes armés. Mais lorsque Joseph Kabila est parti, il a réduit, le nombre de ce groupe était réduit à une trentaine. Je parle de choses que je connais. La trentaine de groupes armés. Oui, mais une trentaine. Aujourd'hui, il y en a plus. On a tenté. On peut comparer les deux. On a tenté cette rencontre à Nairobi qui n'a rien donné parce que avant-hier, le M23 a frappé à la MONUSCO. Même si l'inspecteur Alinghetti est allé dire aux États-Unis qu'il n'y avait pas de guerre au Congo. Est-ce que vous voulez me dire que ça marche? Ça ne marche pas. Je termine. Laissez-moi vous donner un exemple. On nous a chanté ici, vanté l'état de droit. L'état de droit. Aujourd'hui, il ne parle plus d'état de droit. Hein? Si. Non, il n'en parle plus. Vous savez quand est-ce qu'il parlait? C'est lorsqu'on a commencé à arrêter, etc. Lors du procès 100 jours. Mais aujourd'hui, le procès 100 jours, c'est vidé. Si. Vidé. Les poursuites. Il n'y a personne aujourd'hui qui est arrêté de ce procès. Non, c'est vidé. Fidel Caméré est toujours... Non, attendez. Mais vous le dites à qui? Vous le dites à qui? À moi? Non, je vous dis, le procès 100 jours est vidé. Alors, autant de ministres ici, beaucoup de cas de malversation, de détournement d'argent, de millions d'argent. Tous ces gens-là, est-ce qu'ils sont en prison? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Volatilisés. Pourquoi vous voulez pas dites-moi un peu, qu'est-ce qui marche? Ça ne marche pas. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que c'est un héritage? Le président Tshisekedi a dit que... Quoi? L'héritage de quoi? Les détournements. Les détournements. L'héritage que vous avez laissé. Non. Le pays. Ils ont hérité de quoi? Le pays est un gouvernement. Non, ils ont hérité de quoi? Le chef de l'État l'a dit. Non, vous savez, on ne peut pas gérer on ne peut pas gérer le pays avec des prétextes. C'est pas une bonne... C'est pourquoi je dis la gestion est mauvaise. Vous avez détruit ce pays il y a très très longtemps. Non. Alors, lui, il ne sait pas faire... Dan, je vous demande un jour, rappelez-moi pour qu'on fasse une émission bien organisée sur le bilan. Parce que là, vous êtes en train de renvoyer à ça. Non. Regardez ce que Joseph Kabila a laissé et aujourd'hui, sur tout le plan, en tout cas, ça ne marche pas. Oui, je prends la connaissance de cause. Ça ne marche pas. Il vous accuse, vous, d'avoir laissé un pays ingouvernable. On ne peut pas, si on nous accuse, si on accuse le régime de Joseph Kabila d'avoir laissé cela, il ne fallait pas prendre le pouvoir. On n'a pas pris le pouvoir pour chaque jour se plaindre, se lamenter des prétextes et chercher des boucs émissaires. Non, on prend le pouvoir pour gérer, corriger ce qui a été mal fait. Au lieu de corriger ce qui a été mal fait, on fait pire. Ça ne va pas, non? 2023 arrive, vous êtes avec Fayulu dans Bloc Patriotique. On est avec Fayulu pour faire quoi? Dans Bloc Patriotique. Nous sommes dans Bloc Patriotique, mais nous ne sommes pas dans une alliance. Vous êtes dans Bloc Patriotique, c'est possible que vous désigniez un candidat commun.
Les pour la blocs patriotiques, c'est quoi? C'est juste un rassemblement ponctuel pour une cause. Nous sommes en train, jusqu'à aujourd'hui, de nous battre par rapport à la loi électorale, d'accord? On vient d'en parler. Par rapport à la loi électorale, nous avons constaté que nous avions le même combat, nous avons le même combat, et voilà, sous la direction des structures de l'Église catholique et de l'Église protestante, à savoir KLCC et Milapro, nous avons jugé utile, nous, opposition, de nous mettre ensemble pour réclamer et ce que nous trouvons être normal et logique. Et voilà, nous sommes dans le bloc patriotique. Et le bloc patriotique ne signifie pas encore, ne signifie pas une alliance politique, non? D'accord. On a accusé Kabila, notamment, je prends... on l'accuse toujours. On l'accuse toujours. Malheureusement. Ceux de la Mouka accusent... Mais sans donner de preuves. Justement. Non, ça c'est vous qui le dites, peut-être. La Mouka a accusé Kabila d'avoir nommé Tshisekedi à la présidence de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi est le fruit de Kabila à la tête de la République. Que répondez-vous? Je viens de vous dire tout à l'heure, là, c'est le peuple congolais. Donc, ce n'est pas Kabila. Il ne faut pas que les gens... Il y aurait un accord. Non, non, on ne peut pas manquer de respect à... secret non, on ne peut pas... Kabila et Tshisekedi. Non. Tshisekedi prenne le pouvoir parce qu'en 2018, c'était Fayoulou qui l'aurait emporté. Preuve à la pluie, la Cinco, les rapports de la Cinco, le rapport électoral de la Cinco, qui créditait Fayoulou de plus de 60%. Chadari avec un peu moins, et Tshisekedi en troisième position. Donc c'est Kabila et Tshisekedi qui auraient négocié. Je dis, on ne peut pas manquer de respect au président de la République élu. Félix Tshisekedi est président de la République. N'en déplaise à ceux qui continuent à lui brûler la politesse aux pieds, nous, FCC, nous disons, Félix Tshisekedi, par le fait qu'il a été proclamé provisoirement par la CENI, proclamé par la cour constitutionnelle, il est président de la République élu. Notre chef, l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, nous a dit Félix Tshisekedi a été élu président et nous respectons. C'est lui qui l'a dit. Mais il a dit, sur base des résultats qui ont été présentés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Le contraste entre les résultats donc, présenté la Cinco et ce que la CENI avait présenté. La Cinco n'est pas la CENI. En République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas une institution électorale appelée CENI. Cinco, pardon. Nous n'avons que la CENI. Si la CENI publie, c'est ces résultats-là que nous retenons. Nous ne retenons pas les résultats de la Cinco. La Cinco peut faire ses élucubrations, ses calculs, etc. Ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est la CENI et c'est la Cour constitutionnelle. Nous, FCC, nous sommes légalistes. Nous ne pouvons pas aller nous fier aux résultats d'une structure qui n'est pas habilitée à publier les résultats électoraux. C'est pour ça que nous disons, Félix Tshisekedi, le président actuel, il a été élu par le peuple congolais. C'est pourquoi tout au début, je n'ai pas accepté le verbe céder, que Kabila a cédé le pouvoir. Non, nous n'avons pas cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Non, le peuple congolais l'a élu démocratiquement. Démocratiquement, voilà. Vous avez laissé le pouvoir parce que le peuple l'a voulu. Mais il y a eu la passation civilisée de pouvoir. C'est que nous, FCC, nous disons, parce que nous avons effleuré le bilan. Nous avons un bilan politique. Notre bilan politique, c'est de faire que, sous le régime Kabila, respectant les lois de la République et la Constitution, nous avons accepté, nous avons réussi à avoir un opposant politique qui a accédé à la magistrature suprême, c'est Félix Tshisekedi. Voilà le bilan politique du régime Kabila. Et nous en sommes fiers. Vous en êtes fiers pendant que, justement, on vous accuse d'avoir laissé le pouvoir, après une pression politique intense. Il n'y a jamais eu pression. Il n'y a jamais eu de pression. Qui vous a conduit à un dialogue, d'abord avec Edem Kodjo et par la suite avec la Cinco
pour finalement laisser... Voilà. Vous C'est le savez, problème. quand il y a un problème, et c'est ça là, les bons côtés du régime Kabila, et c'est ça le bon côté de Kabila lui-même, notre autorité morale. Quand un homme crie, ce n'est pas un ours qui danse. C'est-à-dire, nos compatriotes, moult fois, ils se sont plaints que telle chose ne marche pas, ceci n'allait pas, et qu'il fallait ceci. Kabila a tendu l'oreille, il a écouté. Et voilà toutes ces rencontres auxquelles tu fais allusion tout à l'heure. C'est dire que... Mais clairement, son mandat avait pris fin en 2016, constitutionnellement parlant. Il devait laisser le pouvoir. Mais le mandat avait pris fin. En 2016. Mais il appartient. Il y a eu beaucoup d'impondérables, vous savez, et d'ordre technique, qui ont fait que nous allions jusqu'en 2018. Ce n'est pas par le désir de s'accrocher au pouvoir, non. Parce que lui-même, Joseph Kabila, l'a dit plusieurs fois, et nous l'avons relayé en disant que Joseph Kabila ne va pas s'accrocher au pouvoir, qu'il respecterait la Constitution. Et la preuve, il a respecté la Constitution. Et, en fin de compte, il n'a pas posé la candidature, les élections ont été organisées en bonne et due forme, qu'il soit dit en passant, les élections ont été organisées sans un appui extérieur, sous Joseph Kabila, et les résultats ont été publiés, rendus publics, et nous, démocratiquement, nous nous sommes inclinés devant les résultats présentés par le peuple congolais. Et nous avons accepté, et il y a eu passation civilisée de pouvoir. Ce qui reste un modèle. Après, vous avez quoi? Un modèle, oui, un modèle. C'est pour montrer au peuple congolais c'est pour montrer à la face du monde que même si on est opposant, pour raison d'intérêt national, pour un besoin d'intérêt général, on peut s'entendre, comme Kabila le dit, pour le bien du peuple congolais, pour le bien du Congo, on s'entend. Et personne ne pouvait croire, ne pouvait croire que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pouvaient nous amener dans une coalition. Et la coalition a bien marché. Nonobstant les plaintes de sous-fifres du président de la République qui voulait s'accrocher au président, etc., mais qui l'ont amené à la dérive jusqu'à ce jour. Comment avez-vous reçu l'éclatement du FCCH? Non, l'éclatement du FCCH, pour nous, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose, pourquoi? Parce que ces prétextes-là, il fallait le vider. Parce que tous les jours, il était dit, là où les gens sont incapables, ils refusent d'accepter leur incapacité à bien gérer le pays, tous les jours, ils pointaient les doigts accusateurs au FCC, à Kabila. C'est comme si Kabila et les FCC étaient devenus de boucs émissaires pour eux. Mais lorsque la coalition a cessé d'exister, et le peuple congolais est en train de voir aujourd'hui comment les choses sont gérées. Très mal, on vient de le dire. Kabila, donc pour nous, Kabila la fin de ce mariage, FCCH, était une bonne chose. C'était pas un deuil. Parce que c'était une bonne chose. C'était pas un deuil. Parce que nous avons vidé. Vous avez perdu les postes que vous aviez au sein du gouvernement. Non, c'est pas grave. Écoutez, les privilèges que vous aviez. Non, écoutez, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, nous vivons tout de même. Nous sommes dans l'opposition, nous vivons. Pas comme avant. Non, nous vivons tout de même. Tout de même, voilà. Oui, tout de même. Nous vivons. Le peuple congolais vit tout de même aussi, comme nous. Beaucoup de cadres du FCC sont partis, sont allés rejoindre le camp du président Tshisekedi. Comment a-t-il réagi par rapport à ça? Nous avons compris. Lambert Mende, sans vous couper la parole, Lambert Mende avait dit sur l'un des plateaux de télévision que c'est le président Kabila qui l'aurait encouragé à aller travailler, à aller prêter main forte au président Tshisekedi. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? C'est un prétexte. Comment considérez-vous ça? Il y a beaucoup qui n'ont pas supporté, des gens avaient peur du lendemain, ne sachant pas ce qu'ils allaient devenir, ne sachant pas comment ils allaient vivre et ne sachant pas comment protéger les biens qu'ils ont reçus, qu'ils ont eu à amasser sous le régime Joseph Kabila, et ils sont allés
se livrer entre les mains de Félix Tshisekedi, prétextant... Se livrer. Oui, se livrer. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui sont partis, ils font piètre figure, là. Vous entendez parler encore d'eux? Non. On n'entend plus parler. Ça veut dire quoi? C'est un choc. Comment? C'est un choc. Tous ces cadres-là qui ont servi pendant plus de 18 ans, pendant 18 ans à Kabila. Oui, c'est un choc. Soit Il faut comprendre ici l'homme congolais surtout, le politique congolais, comment il est. Il est toujours à l'affût de là où il peut avoir une vue d'opulence. C'est là qu'il y va. D'accord? Et espérant que là, il vivrait mieux. Et ils sont partis. Mais beaucoup ont trompé le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ils ont trompé Félix Tshisekedi en disant « Nous venons à l'Union sacrée pour vous aider, pour prêter main forte, etc. etc. Mais ils ne sont pas allés prêter main forte. Ils sont allés pour chercher des postes, qui de l'argent, etc., etc. On les voit, comment ils sont en train de virevolter comme des toupies et ne faisant rien pratiquement. Kabila peut-il de revenir en 2023 à la présidentielle? Nous nous disons toujours, il n'y a rien qui empêche à Joseph Kabila de revenir. Il n'y a rien. Rien. La volonté du peuple congolais seul. Rien. Aucune loi ne l'interdit. Aucune constitution n'interdit. Aucune loi, aucune disposition constitutionnelle, voulais-je dire. Aucune loi, aucune disposition constitutionnelle n'interdit. Même la disposition qui dit que le mandat du président est renouvelable une seule fois. Le mandat du président est renouvelable une seule fois. Oui. Ça veut dire un mandat successif. Mais il peut y avoir une cassure. C'est-à-dire, à un moment, il quitte le pouvoir. Il peut revenir après. Est-ce qu'on va empêcher à cet homme-là de revenir? S'il le veut lui-même, si sa famille politique le souhaite, et si le peuple congolais jette les dévolus sur lui, il peut revenir. Je dis, lisez l'article 72 de la Constitution. Il n'y a que 4 conditions. Les gens sont en train de confondre entre les dépôts de candidature et le mandat. L'article 72 donne les conditions d'éligibilité pour être président de la République. Nulle part on fait allusion au mandat. Nulle part on est dit, parce que vous avez fait un mandat de 2 ans, vous ne viendrez plus, vous ne serez plus éligible. En France, ça existe. Aux États-Unis, ça existe. Mais dans notre constitution, il n'y en a pas. Les gens sont en train de se tromper. Moi, je me demande, même ces intellectuels ou ces gens qui se prétendent être des constitutionnalistes, d'où trouvent-ils cet argument? Dan, moi je vous autorise, si vous voulez un jour, faites venir un constitutionnaliste ici. Professeur Bata. Vous pouvez le faire venir, pas seulement lui-même, d'autres, pour venir me montrer. Moi, je n'ai pas besoin d'arguments. J'ai besoin de me lire seulement l'article dans une loi de la République démocratique du Congo ou dans la Constitution de la République qui interdit à Joseph Kabila de revenir parce qu'il a été président de la République et en fait 2 mandats. Là où ça tique un peu, c'est quand ils sont constitutionnalistes, ça veut dire qu'ils ont fait des études de droit constitutionnel, donc ils sont habilités à mieux interpréter les lois ou une constitution. Malheureusement, les constitutionnalistes sont confondus. Ils sont confondus aujourd'hui. Ils ont appris sous le banc de l'école comment interpréter la Constitution. Je vous parle de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je vous parle de loi de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aucune loi dans toutes ces dispositions, aucune constitution, notre constitution, dans aucune de ces dispositions, n'interdit à Joseph Kabila ou à l'ancien président de la République qui a été élu, qui a exercé le mandat, 2 mandats, de revenir ou de poser sa candidature. Il n'y a pas. J'ai dit, je vous autorise, Dan, à me faire venir le constitutionnaliste ou je ne sais quel animateur de parti politique ou de famille politique ou de je ne sais quoi d'autre à venir me montrer. Peut-être moi je ne connais pas, mais au moins je dis, il n'y en a pas. Je mets quiconque à défi de venir me le montrer. Joseph Kabila, si lui-même refuse
Nous sommes à la fin de l'émission. Si lui-même, je termine moi aussi, si lui-même refuse, si sa famille biologique refuse, si sa famille politique refuse, il ne viendra pas. Mais la loi n'interdit pas, la Constitution non plus. Raphaël Oulou, nous sommes à la fin de l'émission. On va prendre la deuxième partie, la partie images-commentaires. On va nous balancer quelques images et vous allez faire des commentaires. C'est bon? On va demander la première image. Voilà, la première image est là. C'est le président Étienne Tshisekedi, Papa Tshisekedi, comme nous l'appelions à Limité, parce que j'ai habité Limité. Et moi, j'ai des photos avec lui. J'ai des photos avec lui. Et... Vous avez été dans l'UDPS? Comment? Vous avez été dans l'UDPS aussi? Ouais, je n'ai pas été dans l'UDPS à l'époque. J'ai habité Limité et... tout jeune, à Limité, vous savez, à l'époque de Moboutisme. Et nous avions connu le feu Papa Étienne Tshisekedi, paix à son âme, à Limité. J'ai connu même certains de ses enfants. Moi, j'ai connu le président Félix Tshisekedi à Limité. J'ai connu le ministre de PTNTIC aujourd'hui. Augustin Kibassa. Augustin Kibassa, c'était même mon élève. Ah, vous l'avez enseigné. Ah, j'ai donné cours, les cours de ses affaires politiques. Je lui ai donné cours. Okay. J'ai donné cours à la femme Président Tshisekedi. de Augustin Kibassa, ministre. Ok. Donc, j'ai donné cours à beaucoup de gens et toujours à Limité, j'ai connu Papa Étienne Tshisekedi. Et je l'ai connu aussi, encore une fois, quand on est parti au dialogue intercongolais à Sun City. En 2003 hein? 2003 Oui. Nous étions 2001. 2001. Nous étions avec lui logés au même couloir. Et j'ai eu des photos avec lui et avec, encore une fois, avec lui et avec l'archevêque, Monseigneur qui était mort. Maloula? Non. Monsengo? Non, avant Monsengo. Voilà, nous étions avec lui, avec celui qui représentait l'église kimbanguiste. Moulumba? Non, bon. Donc, on va prendre voilà. la deuxième. Donc, La deuxième. Okay. Moi, j'ai des photos avec lui jusqu'à aujourd'hui et on a partagé avec lui certaines idées. D'accord, on va prendre la deuxième image. Voilà. Le feu maréchal Mobutu, paix à son âme aussi. Et je l'ai connu en tant que président de la République à l'époque. Et ce que j'aimais bien chez lui, c'est les discours. Il composait des discours en bon français, il fignolait. Et ce que j'ai aimé, c'est... Parce que moi, j'apprécie tout celui qui parle un bon français. Ah, waouh. Voilà. Et il martelait bien les mots. Et il parlait avec emphase. Et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai vu même le jour de son départ, la dernière fois quand il passait par le boulevard du 30 juin pour aller à l'aéroport avant de partir vers Guadolité en 97. C'était une joie pour vous de le voir partir? Oh, c'était une joie, oui, hein, parce que j'étais dans la révolution du 17 mai. Pour moi, c'était une bonne chose qu'il ait quitté le pouvoir et partir. Mais j'avais beaucoup de peine apprenant sa mort au Maroc. D'accord. On va prendre une autre photo. Son successeur. Mzee Laurent Désiré Kabila, idéologiquement, c'est pour moi un père politique. Idéologiquement. Idéologiquement. Et la personne qui m'a ramené à faire la politique active, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que je suis un des révolutionnaires du 17 mai. C'est-à-dire? Vous êtes arrivé avec la FDL? L'AFDEL, oui. Et nous avons été de Maïmaï qui combattait
Aux côtés de oui, de pour l'AFDL. soutenir l'action de la révolution du 17 mai pour le bien du peuple congolais. Vous êtes un ancien Maïmaï. Oui, je l'ai été, je le suis, jusqu'à aujourd'hui. Je suis Maïmaï. Et pourquoi vous avez pris les armes? Je suis allé en tant que tel au dialogue intercongolais et il nous a été demandé de choisir entre la politique, ceux qui voulaient faire la branche politique et la branche militaire. Et moi, j'ai choisi d'abandonner la branche militaire pour des raisons personnelles et j'ai opté pour la branche politique. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, comme je viens de dire, c'est un père idéologique pour moi. Et ensuite, il faut le reconnaître. Avant ça, et avant d'aller à Sun City, il y a un concours de cadres de la territoriale qui était organisé. Il y avait 12 000 candidats. On avait besoin de cadres de la territoriale pour rajeunir la territoriale. Et j'ai participé à ce concours. Parmi les 145 administrateurs de territoire, j'étais là et j'ai été envoyé par Mzee au territoire de Lubutu, dans le nord du Maniema. J'étais administrateur de territoire sous Mzee Laurent Désiré Kabila. Et Mzee Laurent Désiré Kabila nous a reçus à la cité de l'OUA avant de partir. Et on nous a habillés, pour ceux qui peuvent s'en souvenir encore, on nous a habillés en blanc avec le chapeau de la territoriale. Et Mzee Laurent Désiré Kabila nous a dit que nous étions des présidents des républiquettes. Et moulu dans l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila, je suis allé dans mon territoire. Et la guerre du 2 août m'a trouvé dans mon territoire. Et je communiquais par phonie. Et je suivais les instructions de loi. Et voilà. Kabila Père. Je suis revenu. Kabila Père, oui. Kabila Fils, c'est la continuité de Kabila Père. Je suis arrivé à Kinshasa et quelque temps, Mzee est mort. Kabila Fils, c'est la continuité de Kabila Père. Oui. Joseph Kabila, c'est le fruit de la révolution du 17 mai. C'est la continuité de la révolution du 17 mai. D'accord. Et quand je parle de fruit de la révolution du 17 mai, même Félix Tshisekedi est le fruit de la révolution du 17 mai. Parce que sans l'élan démocratique apporté par la révolution du 17 mai, par l'AFDL, qui voulait que nous ayons des élections libres, transparentes et démocratiques, Félix ne serait pas devenu président aujourd'hui. Il est le fruit de la révolution du 17 mai. D'accord. On va prendre une autre photo. Ah, Joseph Kabila. Joseph Kabila Kabange, c'est mon chef. Mon chef. C'est votre chef? C'est mon chef jusqu'à aujourd'hui. Oui, vous montrez sa photo, mais j'ai sa photo là, sur ma veste. Toujours? Toujours. Toutes vos vestes, vous mettez Joseph Kabila? Oui, c'est mon chef. Il restera? C'est mon chef. J'ai travaillé avec lui comme conseiller principal. J'étais son conseiller principal en matière de questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie pendant 10 ans. J'étais son conseiller principal et après, secrétaire général adjoint de son parti et aujourd'hui, je suis le secrétaire général de son parti MSR dont il est l'initiateur. Donc jusqu'au moment où je suis ici devant vous, je suis le secrétaire général du MSR, parti de Joseph Kabila, c'est mon chef. Et jusqu'à aujourd'hui, Joseph Kabila est mon chef. D'accord, Joseph Kabila qui vient de se réconcilier avec Moïse Katumbi. À Lubumbashi, une autre photo, s'il vous plaît. De succession. Le président Félix Tshisekedi, voilà. C'est notre chef de l'État aujourd'hui. Je vous ai dit, je l'ai connu quand il était à Limété. Nous sommes tous les enfants de Limété. Ok. J'ai habité Limété. Je l'ai connu quand il était secrétaire, secrétaire national chargé des questions de l'extérieur de l'UDPS. J'ai eu même à faire des débats avec lui. Sur le plateau de télé? Oui, le président Félix Tshisekedi, s'il a bonne mémoire, il peut se rappeler de moi. On a fait des débats avec lui. Il y a des émissions qui sont sous quelle chaîne déjà? On peut se rappeler. C'était chez votre confrère qui est mort, là. Je crois, Ladi Louya. Ok, je Mirador, pense, oui. Mirador. Mirador. Ok. J'ai fait des émissions radio avec lui.
D'accord. Oui. On va avancer. Je pense que c'est tout comme photo aujourd'hui. Raphaël Loulou, c'est un plaisir de vous avoir reçu chez nous. C'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit. C'est un plaisir partagé. C'est la première fois que Congo Buzz TV m'appelle. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est pas la dernière fois. Je viendrai. Et merci parce que on a fait une belle émission. Et vous avez un beau studio. Je félicite, j'encourage. Le cadre est bon et ça nous permet d'échanger et de parler en toute liberté. Et voilà, pour le bien du Congo, pour édifier le Congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. On a fait un entretien à bâton rompu avec Raphaël Loulou, secrétaire général du MSR, parti politique membre du FCC. On a fait le tour de l'actualité. On vous dit au revoir et merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Hello, lupino bibaila biloko lia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totonga, Moka, Kuleka, Kitoko, Nakinya, Panakongo, Toye Mali, Loye Molonde, Yalisa.